Madagascar a dégringolé à la 145e place sur 180 pays en matière de lutte contre la corruption selon l'indice de perception de la corruption 2023. Madagascar se dirige de plus en plus vers une crise post-électorale, comme cela avait été anticipé dès le départ après l'élection controversée du 16 novembre 2023, selon la cellule de crise Youth Madagascar. Dans l'actualité internationale, en France, les agriculteurs ne sont pas les seuls à attendre des mesures concrètes du gouvernement. D'autres secteurs se mobilisent. Un risque de contagion d'une contestation sociale de plus grande ampleur. La colère gagne le BTP, taxis, enseignants notamment. Madagascar a dégringolé à la 145e place sur 180 pays en matière de lutte contre la corruption, selon l'indice de perception de la corruption IPC 2023. La lutte contre la corruption à Madagascar demeure un défi majeur à l'heure actuelle, en raison de la faiblesse des systèmes locaux de lutte contre ce fléau, a souligné aujourd'hui Transparency International Initiative Madagascar. Bien que Madagascar ait obtenu une note de 26 sur 100 en 2022, cette évaluation a encore diminué à 25 sur 100 selon l'IPC 2023. Transparency International a déploré que la présence d'individus amoureux contribue encore à la recrudescence des cas de corruption dans le pays. Mbola misy foana tsy maty manota eo amin'ny lafiny kolikoly indrindrindrindra amin'ny fitantanana raharaham-panjakana. Il y a toujours des individus amoureux qui se livrent à la corruption, surtout dans la gestion des affaires de l'État. Ils utilisent le tribunal et la justice comme des moyens de répression et de poursuite politique. Une autre raison expliquant la baisse de notre note est l'insuffisance du budget de l'État alloué à la lutte contre la corruption au cours de ces dernières années. La note de Madagascar en termes de lutte contre la corruption n'a guère évolué au cours de la dernière décennie. Une autre raison réside également dans notre non-respect des accords internationaux que nous avons signés, tels que la Convention des Nations Unies contre la corruption, ainsi que d'autres accords avec l'Union africaine. Tant que ces accords ne sont pas respectés, la lutte contre la corruption reste fragile. Rehefa mbola tsy tanterahana ireo teny nomena ireo dia mbola mandringa foana ilay ady amin'ny kolikoly. Malgré les alertes émises par diverses organisations de la société civile concernant la lutte contre la corruption, l'absence de révision des dispositions statutaires de l'immunité de certains hauts fonctionnaires constitue une lacune importante. Efa nisy foana fanahirana rehetra ohatr'izay fa araka ilay nazavaiko teo dia mbola mila fongarina aloha ilay tsy maty manota eto amintsika ary hovaina koa. Alertes ont été émises, mais il est impératif de neutraliser les individus amoureux de notre pays. De plus, il est essentiel de réviser les statuts de certains hauts fonctionnaires qui bénéficient de l'immunité. En effet, ces statuts stipulent que certaines personnes occupant telle ou telle fonction au sein du gouvernement ne peuvent être inquiétées sans une autorisation d'accusation émanant de l'Assemblée nationale, même en cas de flagrant délit. Cependant, l'Assemblée nationale n'a jamais délivré ces autorisations, maintenant ainsi l'immunité de ces hauts fonctionnaires. Lorsque des cas de détournement de fonds sont découverts, des arrestations ont lieu, mais trop souvent, ce sont les employés à la base qui servent de bouc émissaire, tandis que les véritables commanditaires demeurent impunis. Un changement des statuts est donc nécessaire, sans quoi le développement à Madagascar restera entravé. Rehefa mbola mifampiaro foana ireo mpanao politika sy tompom-pahefan'ireo tsisy fivoarana mihitsy zany. Rappelons que Madagascar occupait la 118e place sur 176 pays en matière de lutte contre la corruption en 2012, avec un score de 32 sur 100 selon l'IPC 2012. Plus de 10 ans plus tard, le pays dégringole maintenant au 145e rang sur 180 pays, soit une chute de plus de 27 places. Cette régression s'explique par l'absence d'une stratégie gouvernementale claire de lutte contre la corruption et constitue une preuve tangible que les dirigeants successifs n'ont pas manifesté l'intention véritable d'éradiquer ce fléau. La présentation officielle de l'IPC 2023 a eu lieu aujourd'hui à Anoussi. Les acteurs engagés dans la lutte contre la corruption attendent ainsi la nouvelle stratégie que les dirigeants proposeront pour renforcer la lutte contre la corruption en réaction à ces données. La neutralisation des individus amoureux impliqués dans des grandes corruptions dans le pays est également attendue.
Les dirigeants souhaitent modifier les procédures relatives à la nomination des présidents de délégations spéciales au sein des communes. C'est la raison pour laquelle ils sont pressés de faire avancer le projet de loi visant à amender la loi 2014-020, ont déclaré aujourd'hui plusieurs députés et politiciens. Selon eux, la situation s'inscrit dans la continuité de la tyrannie et de la corruption exercée par les dirigeants lors de l'élection forcée du 16 novembre. Plusieurs dispositions de cette loi ne sont pas à leur avantage, ce qui les dérange, d'où cette initiative de projet de loi visant à modifier la loi 2014-020. Ce qui semble étrange avec ce projet de loi, c'est pourquoi ces amendements sont proposés précisément lorsque le mandat des responsables désignés a expiré et qu'il est temps de nommer de nouveaux responsables. La loi 2014-020 stipule, à l'article 129 ou 130, que c'est seulement vers les 12 derniers mois du mandat, en cas de vacance du poste, qu'il est possible de désigner une délégation spéciale avec un président et deux adjoints. Ainsi, le PDS ne va pas seul, mais il est accompagné d'une équipe. Pourquoi cette hâte à propos des amendements au point de convoquer une session extraordinaire alors que le mandat est déjà terminé? Nous sommes au-delà des 12 mois mentionnés dans la loi. Il serait plus approprié de prendre d'autres dispositions au lieu de forcer la mise en place d'une délégation spéciale. Si les dirigeants persistent à désigner une délégation spéciale après la fin des mandats, cela prouve encore une fois que le pays est dirigé avec la tyrannie, car les décisions semblent être motivées par les avantages politiques des dirigeants. Il est désormais avéré que les dirigeants n'ont pas la volonté d'établir dans le pays une véritable décentralisation du pouvoir. Ils veulent le monopole du pouvoir, que tout soit entre leurs mains. En plus de la nomination des membres du gouvernement et des gouverneurs, ils tentent désormais de mettre en place des PDS et n'ont aucune honte, selon les explications, à exposer leur stratégie peu scrupuleuse. Les dirigeants actuels ont proclamé leur intention d'apporter de nouvelles perspectives dans la gouvernance du pays. Est-ce que ces amendements constituent ces nouvelles perspectives? Les regards se tournent alors vers les autorités compétentes, en particulier le pouvoir législatif, qui est en pleine session extraordinaire actuellement. Même ce détail suscite des interrogations, car ainsi, il envisage d'examiner un projet de loi en si peu de temps. Un projet de loi qui est pourtant crucial pour les collectivités territoriales décentralisées. Les élections législatives et communales sont considérées comme les élections les plus proches du peuple, appelées élections de proximité. Diverses entités et partis politiques ont alerté le gouvernement et la Commission électorale nationale indépendante sur la nécessité d'organiser ces élections depuis l'année dernière, les exhortant à se préparer en conséquence. Cependant, bien que le mandat des maires et des conseillers soit expiré et qu'actuellement les travaux et les affaires au niveau des communes sont perturbés, les élections n'auront pas encore lieu dans un avenir proche en raison des priorités fixées par les dirigeants. Madagascar s'enfonce dans une crise post-électorale, comme cela avait été anticipé dès le départ, après l'élection controversée du 16 novembre 2023, a déclaré la cellule de crise Diouf Madagascar. Des irrégularités étaient déjà manifestes avant la formation du gouvernement. La violation de la souveraineté nationale et des principes constitutionnels persistent. À l'heure où nous parlons, notre pays s'enfonce dans une crise politique profonde. La cellule de crise Diouf Madagascar réaffirme son refus et son non-reconnaissance d'Andrzej en tant que président de la République. Nous sommes actuellement confrontés à une transition unilatérale. Nous répétons que le hold-up électoral, initié avec la violation de la Constitution et de la souveraineté nationale, entraîne le pays vers une crise post-électorale. De plus, l'extrême pauvreté que vivent actuellement les Malgaches découle en grande partie de la monopolisation du pouvoir exercée par le gouvernement central. Dans le pays, il n'y a qu'un semblant de décentralisation du pouvoir. Il y a actuellement des ministres en fonction, ainsi que 9 secrétaires d'État qui seront bientôt nommés. Cette configuration ne respecte aucune norme internationale, car selon ces normes, un secrétaire d'État devrait être placé sous la supervision d'un ministre. De plus, dans certaines communes rurales, seulement 3% du budget de l'État y sont versés. Les employés de ces communes ne reçoivent leur salaire que plusieurs mois en retard et par le biais de subventions. De plus, les fonds alloués au développement du pays,
qui devraient initialement commencer à la base, au niveau des collectivités territoriales, ne sont pas débloqués, mais accaparés par le gouvernement central. Les membres de ces partis politiques ont souligné qu'ils ne participeront pas aux prochaines élections, considérant déjà qu'elles favorisent Andra Dzuel. Ils prévoient de créer une commission nationale et ont incité tous les Malgaches à prendre pleinement conscience de la situation actuelle. « 80 personnes victimes d'arnaques liées à l'achat de terres ont déposé des plaintes au tribunal d'Anoussi. Ces plaintes visent 3 agences immobilières qui vendaient des terrains sur les réseaux sociaux. Suite à des démarches entreprises pour obtenir les propriétés et le paiement d'importantes sommes d'argent à cet effet, ces 3 agences immobilières n'ont plus donné signe de vie. Nous avons suivi toutes les étapes nécessaires pour acquérir ces terrains, avons payé tous les frais exigés, mais les responsables des agences ont disparu et aucun des documents nécessaires, tels que les actes de vente, n'a été fait. Leurs bureaux sont actuellement fermés. Oui, ils avaient des locaux et même un numéro d'identification fiscale statutaire. Ils sont aussi injoignables. Selon les explications, ces agences immobilières prétendaient vendre des terrains dans diverses zones telles qu'à La Sour, à Pangabé, Anzumakiel, Krokfar Mivatu, Jangaina Foluan, Fajuilaf, Imerkassin, Ivat Fiakaran, Manandjin et Soavenmern. Au total, ces 3 agences immobilières ont obtenu jusqu'à 800 millions d'ariages de leurs victimes. Nous nous sentons escroqués car nous avons déjà effectué les paiements. Il s'agit clairement d'une arnaque. La fermeture soudaine du bureau de leur agence est suspecte. Il y a une raison particulière à cela. Ces plaintes constituent notre première démarche. Nous voulons attirer l'attention des autorités sur cette affaire d'escroquerie. Une escroquerie de haut niveau, car nous sommes en tout 80 victimes, chacune disposant de dossiers probants pour étayer l'affaire. Les plaignants attendent des autorités compétentes une prise de responsabilité face à cette escroquerie de haut niveau. Ils ont souligné que puisqu'ils n'ont pas obtenu les terrains, leur argent devrait être restitué. Une délégation d'investisseurs mauriciens est actuellement en séjour à Madagascar pour évaluer la situation économique du pays. Cette visite a été organisée par la Chambre de commerce et d'industrie France-Madagascar en collaboration avec la CCI France-Maurice. Selon la chef du service économique de l'ambassade de France à Madagascar, l'économie du pays est fragilisée par l'insuffisance d'infrastructures routières et en termes d'énergie. Ce sont les régions qui sont les plus touchées par ces lacunes. En 2021, le taux de travail informel a atteint 95%, dont 75% dans le secteur agricole et 25% dans le secteur de la création d'entreprises. C'est qu'il y a un gros problème d'infrastructure. Et notamment, ce chômage s'explique notamment par l'insuffisance des infrastructures routières, l'insuffisance des infrastructures en termes d'énergie, puisqu'en fait, et vous le savez, vous êtes dans le secteur privé, les boosters de l'économie et du développement, c'est la disponibilité des infrastructures. Donc quand les agriculteurs ne peuvent pas évacuer leurs produits, quand effectivement ils sont encerclés parce qu'il y a eu des cyclones, des pluies diluviennes, vous l'avez ressenti, ce sont les fragilités de nos économies régionales, mais également comment faire pour aller de l'avant. L'île Maurice figure parmi les pays de l'océan Indien qui investissent le plus à Madagascar. En dépit des divers problèmes évoqués précédemment, un des secteurs dans lesquels cet investissement est particulièrement actif concerne le textile et également l'informatique. Selon les explications, l'objectif de cette rencontre est de faciliter les relations commerciales et les investissements entre les 2 pays. Alors, donc d'abord, je représente la Chambre de commerce et d'industrie France-Maurice. Nous avons avec la Chambre de commerce France-Madagascar un accord étroit qui a été signé maintenant il y a bientôt 24 mois et qui a pour vocation de faciliter et d'encourager les échanges entre les entreprises, donc c'est-à-dire des entreprises de l'un des 2 pays qui cherchent à gagner des parts de marché au sein de l'autre ou alors d'augmenter
les possibilités de sourcing ou tout simplement d'implanter des entreprises. Alors, au sein de la délégation de l'île Maurice, aujourd'hui, il y a des entreprises de tout secteur qui sont présentes. Donc d'abord le secteur des services, mais également dans le textile, dans le tourisme également. Voilà. Et en fait, derrière la présence des entreprises ici présentes, en fait, il faut savoir que toutes les entreprises qui sont membres de la Chambre de commerce et d'industrie France-Maurice, bien sûr, n'ont pas pu se rendre dans le cadre de ce voyage d'affaires. 12 entreprises mauriciennes sont assises actuellement à Madagascar afin d'évaluer la situation de l'économie locale. Ces 12 entreprises représentent une fraction des plus de 200 entreprises mauriciennes regroupées au sein de la Chambre de commerce et d'industrie France-Maurice. Le coût de l'iode et du certificat de consommabilité exigé par le gouvernement met les sauniers de Touliard dans une situation difficile. En effet, le sel doit être iodé avant d'être mis en vente et le gouvernement impose également l'obtention d'un certificat de consommabilité. Ces exigences posent problème aux sauniers car le coût de l'iode est élevé, ainsi que le processus d'obtention du certificat de consommabilité, car ils doivent se rendre à la capitale pour le faire. Toutes ces dépenses entraînent des pertes pour eux, c'est pourquoi ils ont appelé le gouvernement à prendre des mesures afin de simplifier ces procédures. Le gouvernement impose l'iodation du sel avec des barrages routiers pour vérifier la présence d'iode dans le sel. De plus, il exige un certificat de consommabilité. Le coût de l'iode s'élève à 325 000 par kilo. Face à ce prix, les sauniers se retrouvent en grande difficulté et risquent même d'abandonner leur activité. Concernant le certificat de consommabilité, bien qu'un laboratoire ait été établi à Tuléar, il est crucial que ce laboratoire n'ait pas le pouvoir de délivrer le certificat localement. Actuellement, les sauniers sont contraints de se rendre à Antananarivo pour l'obtenir, ce qui entraîne des frais de déplacement, de nourriture et d'hébergement. Comment pouvons-nous assumer toutes ces dépenses? Par ailleurs, le processus d'iodation requiert également des équipements appropriés. Les sauniers ont ainsi formulé une demande auprès du gouvernement pour la mise à leur disposition d'équipements de qualité afin de faciliter leur travail. Cependant, ces producteurs de sel sollicitent également le soutien du gouvernement car ils ont le sentiment d'essuyer des pertes dans leur production étant donné le faible prix du sel par rapport aux dépenses engagées. La hausse continue du coût de la vie accentue davantage leurs difficultés alors que le prix du sel demeure inchangé. Le BTP aussi monte au créneau. Depuis que Gabriel Attal a laissé entendre que la taxation progressive du gazole non routier serait remise en cause pour le monde agricole, les entreprises de travaux publics espèrent bénéficier du même avantage. Ce sera incompréhensible de la part du gouvernement de l'accorder à une certaine catégorie de travailleurs et pas nous qui consommons également énormément de GNR. Eux ont rejoint la grogne en menant des opérations escargots partout en France. Dans le viseur des chauffeurs de taxi, une convention avec la Caisse nationale d'assurance maladie qui modifie les tarifs de prise en charge des transports de patients. Comme les agriculteurs, ils attendent des annonces de la part du gouvernement. Aujourd'hui, on veut juste être entendu pour qu'on puisse retravailler ensemble. Si on doit faire une convention, il faut qu'il y ait deux parties. Il faut que les deux parties soient contentes. Des colères sociales qui se multiplient, mais qui ont du mal à converger selon ce spécialiste. Il y a quelque chose qui est commun, l'inflation, mais ce n'est pas un mouvement anti-inflation. C'est un mouvement où toutes sortes de corporatistes, d'intérêts, de valeurs s'expriment. Les routiers, quant à eux, ont pour le moment choisi de ne pas rejoindre la contestation.